Et nous retrouvons notre invité. Maintenant, c'est le 15e, donc c'est plus un invité. Il fait partie des habitués sur Liberté FM. Donc, n'oubliez pas le guide, Jean-Louis Montagu. Bonjour. Ah, bonjour, Monsieur Gadot, et merci encore une fois pour votre invitation si chaleureuse et Je vous en avec prie. qui j'espère que nos auditeurs nous suivront jusqu'au bout avec autant de plaisir. Parce Mais que je l'espère aussi. c'est une Hein, série, un feuilleton qui dure maintenant et qui depuis n'est pas prêt quelques de mois. s'arrêter, voilà, puisque c'est le 15e rendez-vous. Alors, on avait parlé au début du patrimoine en général, on a visité l'église, on a visité la ville. Et ensuite, il y a eu un long chapitre sur l'histoire des maires de Ribérac, qui a été En 4 épisodes. en 4 passionnant. épisodes. On Et peut qui les retrouver mérite sur le bien, net. d'ailleurs, parce qu'il y a quand même eu des épisodes. Bien que, comme d'habitude, le principe, c'est de survoler, parce qu'on se base sur les diapositives, les diaporamas qui sont sur Calameo, je rappelle. Et en général, quand on fait l'émission, on les suit. Alors j'invite les auditeurs, s'ils ont un ordinateur bien branché, de se mettre sur Calameo. Et pour aujourd'hui, sur... Liberté FM, Oui. forcément. Ah oui, mais pour suivre, il faut regarder un diaporama sur Arnaud Daniel. Arnaud Daniel. Voilà, Oui, c'est le mot est lâché. Et on entend, je pense, Sa chanson. une de ses Une chansons. de ses chansons. Donc je rappelle qu'il Ferme. y en a eu 17 qui nous sont restés, c'est déjà beaucoup. Et celle qu'on entend, c'est L'eau ferme volaire, quel corps mintra. Avec l'accent, je ne suis pas un grand spécialiste de l'occitan. Et voilà, enfin en gros, voilà ce qu'il veut nous dire. Ce vœu dur qui, dans le cœur, m'entre, nul bec ne peut le déchirer ni ongle, de losangier qui médisant perd l'âme, et ne l'osant battre à branche ou à verge, secrètement là où il n'y a point d'oncle, j'aurai ma joie en verger ou en chambre. Bon, il y a plusieurs couplets, enfin il y en a une dizaine. Donc voilà un petit peu. Alors il faut comprendre aussi le vocabulaire de l'époque. Forcément, qui est différent d'une autre. Voilà. Alors on va remonter les époques maintenant qu'on est dessus. Oui. Alors ceux qui ont Calameo et qui peuvent regarder trouveront les détails. Ici on se contente d'un survol Bien rapide. sûr. Et c'est le principe. Donc en gros, on va regarder le contexte historique, ce qu'on appelle l'amour courtois, ce que sont les troubadours. Ce qu'on vient de lire là, c'est une sextine, le début d'une sextine d'Arnaud, qui est le claustro-vers, c'est-à-dire le style clos, enfin ça veut dire le style hermétique du troubadour. On va ensuite terminer par la célébration par ses admirateurs, dont Dante d'abord, suivi de Pétrarque, Aragon, et pour terminer par Raymond Queneau. Donc c'est tout récent, et c'est un homme qu'on célèbre partout, et puis à Ribérac, bien sûr, par le lycée, une petite rue, et aussi le cercle Arnaud Daniel, qui a toujours été un cercle culturel, où mon grand-père d'ailleurs était animateur pendant quelques années, dans les années 50, et qu'on a voulu rétablir sous forme maintenant un groupe Facebook, quoi. Sinon... Il faut être tendance. Voilà, exactement. Alors, rappelons, donc on va parcourir très rapidement pour ne pas lasser nos auditeurs et tenir dans les temps. Donc, tout se passe autour du château de Ribérac. Là, on en a parlé plusieurs fois. Et Arnaud Daniel est né effectivement à Ribérac. Alors, les années ne sont pas très précises, mais on va situer l'époque. Ce qui se passe, c'est qu'on est sous Philippe Auguste, la première croisade en 1095, prise de Jérusalem 1099. Alors le mariage d'Aliénor d'Aquitaine, qui va le concerner, c'est en 1153, et voilà à peu près. Alors en plus, donc Arnaud Daniel, on situe son existence entre 1180 et 1220. Vous voyez, mais ce sont des approximations. En rappelant qu'en 1182, c'était Richard Cœur de Lion qui prenait Périgueux, pour vous situer l'ambiance. Et Philippe Auguste, en 40 ans, je donne ici une carte, a rétabli un petit peu le domaine royal et tous les fiefs qui constituent aujourd'hui une bonne partie de la France. Pas tout à fait encore, puisque la Guyenne va encore faire sécession pendant longtemps. Voilà, et le château de Ribérac lui-même passait de main en main au gré des successions. À l'époque, il dépendait de la maison de Talleyrand, Élie V Talleyrand,
Et en 1205, il est passé sous le comte de Périgord, Archambault Ier. Voilà, jusqu'en 1212, voilà un petit septennat. Alors, le contexte du Moyen-Âge, bon, je donne le détail aussi, mais on ne va pas s'étendre dessus. Ce qu'on appelait l'amour courtois, évidemment, c'est une forme d'amour platonique qui est née du fait que beaucoup de chevaliers partaient à la croisade. Et pendant ce temps, c'était son épouse qui gérait les biens. Hein, et qui avait d'ailleurs ce qu'on appelait une ceinture de chasteté. Ça, c'est peut-être un peu de la légende. Et elle abritait des cours parfois luxuriantes, en tout cas de bon niveau pour l'époque, et s'y trouvaient des artistes, dont des troubadours. Et il est venu cette... alors évidemment, les femmes à l'époque donc avaient beaucoup de pouvoir, peut-être plus qu'aujourd'hui même, et on a vu naître ce qu'on appelle la fine amour, c'est-à-dire l'amour courtois. Alors pourquoi l'amour courtois? Parce que c'est l'amour des cours qu'on pratiquait dans les cours. Et il y avait beaucoup de cours, puisqu'il y avait beaucoup de châteaux, etc. La femme devient le seigneur du poète, sa suzeraine, et le poète lui fait miroiter, disons, un amour qu'on dirait inatteignable, parce qu'en fait... idyllique. Voilà, il ne rentrait pas dans les fêtes, c'était juste un espoir caché dans un langage. Alors le langage devait être châtié pour ne pas choquer l'entourage, mais compris par la seule bien-aimée qui devait comprendre entre les lignes de quoi on parlait. Voilà. Alors le rôle principal qu'on attribue à Arnaud Daniel, c'est d'avoir créé pratiquement l'occitan. Enfin, ils étaient nombreux à son époque, mais c'est quand même lui qui est le plus réputé. Alors, je donne aussi les cartes et on voit que l'occitan, c'est en gros tout le sud de la France, au-dessous de Limoges. Hein. Et la région où il était, lui, c'était le Limousin qu'on parlait. Parce qu'il y a le Limousin, l'Auvergnat, le Provençal, bien sûr, le Gascon, le Languedocien. C'était... Voilà. Alors, les troubadours eux-mêmes, ce sont des trouveurs. Troubadour, ça veut dire trouveur, parce qu'il trouvait. C'est un poète, un musicien, compositeur, qui interprète ou fait interpréter par des jongleurs ou des ménestrels des œuvres poétiques. On imagine un petit peu ce qu'on voit de nos jours dans les émissions musicales, quoi. Et en ce temps-là, peu de gens apprenaient à lire, c'était quand même l'analphabétisme, mais beaucoup chantaient quand même. Hein. Et les chants, pratiquement souvent religieux d'ailleurs, étaient des chants qui reflétaient un amour et un idéal assez élevé. Bon, Arnaud Daniel lui-même, donc, il se dit lui-même, on a assez peu d'écrits où il se décrit, mais il se dit orfèvre et maître. Né en Dordogne, donc à Ribérac, gentilhomme et lettré, il se serait fait jongleur et aurait fréquenté les cours de Philippe Auguste et de Richard Cœur de Lion. Il compare lui-même son art à un travail de charpentier et d'orfèvre. Donc c'est pour vous dire, c'était très... Alors, certains troubadours n'étaient que de simples chevaliers, d'autres, et même pauvres. Hein. Ce sera le cas d'Arnaud Daniel, alors que d'autres étaient châtelains, comme Rudel, et puis le fameux, celui de Pau, là, dont j'ai oublié le nom maintenant. Alors, il a laissé 18 de ses poèmes qui sont venus jusqu'à nous et qui sont l'objet d'un livre, d'une magnifique traduction de Pierre Bec, que je conseille vivement. Enfin, on les a tous. Hein. Et bon, il faut aussi en comprendre le sens. Ce n'est pas que la traduction littérale, il faut aussi comprendre ce qu'il veut dire. Alors, celui qu'on vient d'entendre, ou qu'on entend peut-être encore, c'est l'Auferme volée. Le manuscrit a été conservé à Milan et il y a des notes. Alors, c'est noté en grégorien. Vous voyez, donc, ce qui fait qu'on peut reconstituer la musique. Pour d'autres, on n'a pas les notes, donc ce sont des reconstitutions. Mais il y a un disque qui a déjà été fait où ils reprennent plusieurs de ces chansons. Alors, sa grande invention, il faut le dire, c'est la sextine. C'est un tour de force poétique parce que à la fin de chaque strophe de 6 vers, il y a 6 vers, et à chaque fois, au couplet suivant, on permute les rimes. Alors ça devient un exercice assez compliqué que j'explique assez bien
autant que je peux dans le diaporama. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail technique parce que c'est mathématique d'ailleurs. Hein. Mais ça montre enfin toute la virtuosité de ces gens-là pour arriver à un art qui était jugé à l'époque le summum de l'art poétique. Voilà. Il n'est pas le seul à avoir écrit des sextines. Et par la suite, Pétrarque, enfin par la suite, beaucoup plus tard, Pétrarque reprendra cet art, et puis on va le voir, ça va se poursuivre jusqu'à l'époque moderne avec Raymond Queneau. Alors, on passe, si vous voulez, maintenant à deux ou trois personnalités qui l'ont célébré et qui méritent d'être connues, parce que c'est à eux qu'il doit sa gloire, et donc Ribérac aussi, finalement, d'un certain côté. Alors, le premier, c'est Dante. Alors, Dante, j'explique toute sa situation, parce que c'est un homme qui a vécu exilé, qui a écrit beaucoup. On dit qu'il a créé la langue italienne à partir des langues vernaculaires de l'époque, dont l'occitan, parce que l'italien et l'occitan, c'est quand même assez proche. Hein. Oui, effectivement, il l'a fixé en écrivant son œuvre qu'on appelle la Divine Comédie. Mais enfin, il faut quand même savoir une chose que j'ai découverte il y a peu, c'est que Dante, au niveau politique, il faut aussi voir qu'il a été exilé parce que c'était là aussi, je ne vais pas, on en aurait pour des heures s'il faut raconter l'histoire des Guelfes et des Gibelins qui se sont à Florence, qui se sont opposés. Et à l'époque, c'était des guerres entre villes et des guerres dans les villes entre les partisans du pape et les partisans de l'empereur romain germanique. Donc, et Dante a d'ailleurs été d'un côté, puis après il est passé de l'autre. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, il a été jugé indésirable et il a passé sa vie en errance. Et ça lui a permis de vivre un amour, là aussi, complètement idéalisé pour quelqu'un dont on ne sait même pas si elle a existé. Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, quand même, deux choses qu'on découvre depuis peu, c'est qu'il faisait partie d'une confrérie, enfin un peu comme une secte, on dirait aujourd'hui, qui s'appelle les Fidèles d'Amour. Hein, donc, quand on parle d'amour courtois, c'était un peu comme les Illuminés de Bavière. Enfin, c'était une confrérie secrète. Et voilà. Et ce qui lui a permis d'ailleurs de se promener, enfin de se faire héberger un peu partout. Et ensuite, une chose qu'on sait moins, c'est que son œuvre légendaire, la Divine Comédie, est entièrement pompée, il faut le dire, c'est un plagiateur, et elle a été pompée sur un arabe, Ibn el-Arabi. Vous savez, à l'époque, les Arabes, c'était les Mille et une nuits, ils adoraient les contes. Et son histoire qui fait passer, donc, où il se fait passer de l'enfer au purgatoire en arrivant au paradis où il trouve sa bien-aimée, en gros. Hein, là aussi, j'explique tout ça dans le détail, mais je ne vais pas là. Et cette œuvre, donc, est quand même un beau plagiat, disons. Mais les gens ne savent plus. Alors, je passe sur les détails qui sont bien décrits. Il avait pris Virgile pour guide aux enfers. Et à chaque fois, il a réglé ses comptes dans cette histoire, puisque aux différents stades, il rencontre de ses anciens amis et ennemis. Et les ennemis, bien sûr, il les met en enfer. Enfin bon, pour bien comprendre cette œuvre, il faut quand même savoir ce qui se passait à l'époque, parce que tous les gens qu'il cite, il leur donne des récompenses. Enfin, c'est lui-même qui en fait le jugement dernier, si l'on veut. Et là, il rencontre Arnaud Daniel, et c'est là qu'il en fait l'éloge, sous forme... Il lui donne un privilège de parler sa langue maternelle, quand il le voit, enfin, il le voit au purgatoire. Et c'est dans le livre 26, versets 140 à 147. Et il lui répond, enfin je vous le traduis en français, « Tant me plaît votre courtoise demande que je ne puis ni ne veux vous cacher mon nom. Je suis Arnaud qui pleure et vais chantant. Par ce brûlant chemin la folie passée, et je vois devant moi le jour que j'espère. Or vous prie par cette vaillance qui vous guide au sommet de l'escalier de vous souvenir de ma douleur. » Et à la fin de ce poème, qui est écrit donc en occitan, au milieu d'un texte italien, c'est le seul qui... il revient dans le feu, il se cache dans le feu. Et pourquoi ? Parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle les sodomites. Il fait partie, dans les différentes catégories qu'il rencontre au purgatoire, il y a les sodomites qui sont anathémisés à l'époque par la papauté, bien évidemment. Bon, on passe à Pétrarque très rapidement. Alors c'est pareil, il a qualifié... Alors Pétrarque, c'est 1304-1374. Érudit, poète et humaniste de Florence aussi.
c'était un peu un disciple de Dante. Il a qualifié Arnaud de grand maître d'amour qui, à sa terre, fait encore honneur avec son parler étrange et beau. Donc, venant de Pétrarque, c'est quand même, là aussi, un compliment qui est digne d'intérêt. Auteur, alors, Pétrarque a écrit des poèmes, lui aussi, très exigeants, et avec des formulations énigmatiques. Ah, je vous ai parlé d'une société secrète, c'est toujours énigmatique, et c'est ce qu'on appelle, il a continué le trobarclus, c'est-à-dire le parler fermé, hermétique, autrement dit. Alors, lui, c'est pareil, il a connu aussi un amour d'une certaine Laure, dame d'Avignon, dont on ne sait pas trop si elle a vraiment vécu, s'ils se sont vraiment rencontrés, mais il lui a voué une passion fervente, et elle est morte en 1348. Et tous les sonnets de Pétrarque lui sont souvent dédiés, enfin la plupart. Voilà. Alors bon, et ce qu'il a fait aussi, Pétrarque, c'est qu'il a fait des sextines, à l'image d'Arnaud Daniel, et j'en donne une à l'exemple, enfin je donne la traduction, c'est le même genre, j'allais dire, de sport cérébral, hein, c'est assez compliqué. Ok. Oui. Alors on va passer aux deux derniers. Alors Aragon, alors là on saute de plusieurs siècles, puisqu'on arrive en 1940, et Aragon qui était brancardier, alors communiste, tout le monde le sait, bien sûr, et militant, j'allais dire malheureusement stalinien, parce qu'il n'a jamais, lui aussi fait partie des gens qui considèrent que c'était un bilan globalement positif, et n'a jamais voulu vraiment reconnaître les problèmes. Aragon, donc 1897 pour sa naissance, et il est mort en 1982 à Paris. Et il se trouve pris comme brancardier pendant la débâcle en 1940, et dans une position délicate, parce qu'il avait perdu lui et son amante, par contre, il l'a connue, c'est pas une légende, c'était Elsa Triolet, hein, je vous apprendrai rien. Et c'est là qu'il a écrit, dans la débâcle, en pleine débâcle, il était arrivé, on ne sait pas trop, mais enfin il s'occupait des blessés. Donc il avait été mobilisé, et depuis la Belgique, hein, il est descendu jusqu'ici, jusqu'à Périgueux et Ribérac. Et il cherchait à retrouver sa bien-aimée, lui, et je crois qu'ils vont se retrouver plus tard, en 1943, je crois. Mais en attendant, il a écrit Les yeux d'Elsa. Tout le monde connaît, je pense, enfin, du moins, les yeux d'Elsa. En fait, bon, certains disent aussi qu'au niveau symbolique, les yeux d'Elsa, c'était les yeux de la France aussi, parce qu'à l'époque, la France, elle était très, très bas. Donc, dans les yeux d'Elsa, alors il y a tout un tas de poèmes que je cite les titres. Il y a à la fin, dans les annexes, la leçon de Ribérac ou l'Europe française. Et dans la leçon de Ribérac, alors, il faut quand même se rappeler, si on veut être honnête intellectuellement, les communistes à l'époque n'étaient pas anti-nazis, hein, puisqu'il y a eu l'accord germano-soviétique en 1939, en août, qui a surpris, mais disons qu'ils étaient à une position un peu ambiguë, et ils ne sont devenus résistants qu'à partir de 1942, quand Hitler s'est attaqué à la Russie. Donc, enfin, à l'URSS, pardon. Donc, on peut se demander qu'est-ce qu'il a appris à ce monsieur Aragon, c'est pas vraiment de la résistance, mais il s'est mis à écrire sa nostalgie de l'époque où Arnaud Daniel avait imposé sa langue à travers la culture. Bon, alors c'est un poète, c'est peut-être pour ça qu'il retrouve un peu ses origines dans la poésie. Et cet étrange hommage, donc il décrit, je donne les extraits correspondants où il parle d'Arnaud, il revient à Ribérac où il y avait un grand désarroi des familles débarquées, on a connu nos réfugiés. Et lui, il dit qu'il ne pouvait pas se détacher dans son esprit de Maître Arnaud, le temps où son pays était divisé par la langue, et il y avait un roi à Paris, c'est assez étonnant de sa part d'entendre ça, qui tenait la moitié de la France, oui, et il trouve étonnant qu'il se soit développé une poésie qui porta plus loin et plus haut que les étendards de ses princes, la grandeur française, et fit naître dans l'Italie de Virgile et d'Ovide une gloire, une grandeur nouvelle qui se réclame de la France. Donc il a retrouvé un certain nationalisme autour d'Arnaud Daniel. Donc il fait tout son éloge, hein, je passe sur
Vous trouvez tout ça dans le diaporama, puisqu'il y a les extraits, mais vous pouvez lire aussi à la bibliothèque, vous avez, ou partout, vous pouvez acheter. Les yeux déjà, ça ne coûte pas très cher. On continue, on termine par Raymond Queneau, puisqu'on arrive au bout. Alors Raymond Queneau, lui, pardon, c'est un récent, tout le monde connaît, je crois, Zazie dans le métro, enfin. Mais il faut savoir quand même, donc Raymond Queneau, 1903-1976, romancier, poète, dramaturge. Il a créé ce qu'on appelle l'ouvroir de littérature potentielle, un groupe, alors c'est OLIPO, ouvroir de littérature potentielle. Et il faut savoir aussi que c'était un grand mathématicien. Hein. Il a adhéré à la Société mathématique de France en 1948 et il s'appliquait à appliquer les règles arithmétiques à la construction de ses œuvres. Et on peut le voir dans plusieurs de ses poèmes. Donc il a pris, son idée c'est de prendre la sextine et comme tous les mathématiciens, de la généraliser. C'est-à-dire au lieu d'avoir 6 vers dont on permute les rimes, il en prend 5, il en prend 4, il en prend 3, il en prend 8. Alors ça devient l'octine, la quintine, la quartine, et il a fabriqué comme ça des petits poèmes. Alors, je donne un exemple d'une terrine, mais pas avec 2 R, c'est avec 3. Vous pouvez le lire directement. Enfin, il y a la septine, l'octine, c'était ses inventions. Voilà. Donc, en gros, on voit qu'Arnaud inspire et continue d'inspirer jusqu'aux mathématiciens, ce qui est quand même étonnant, mais montre que son art était très sophistiqué et que finalement, Ribérac lui doit bien beaucoup de choses et que malheureusement, ce n'est pas assez connu et qu'il faut le faire connaître. Alors, comment il est connu? Il a un collège, un lycée, une petite rue du centre-ville qui porte son nom, mais qui est vraiment tellement petite, à mon avis, on pourrait trouver mieux. Et il y a aussi une rue Arnaud Daniel à Bergerac. Et puis il y a le fameux cercle Arnaud Daniel dans les années 60 qu'on a donc plus ou moins reconstitué sous la forme, depuis 2015, sous la forme d'un groupe Facebook qui est assez animé, où il y a déjà 50 membres et qui échangent sur ces sujets. On a même des gens de Côte d'Ivoire qui nous ont écrit, qui connaissent Arnaud Daniel, donc c'est la preuve que son rayonnement continue. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas connu, pas de leur vivant, mais qui n'auraient pas entendu parler d'Arnaud Daniel, mais vous avez apporté des précisions fort intéressantes sur ceux qui sont spirituellement ses descendants. Merci beaucoup Jean-Louis Montagu, à bientôt. À la prochaine.